Entre l'Algérie et la France, la tension a baissé d'un cran. Et pour matérialiser tout cela, en août dernier, Emmanuel Macron était déjà sur place à Alger pour reconsolider les liens. Et cette fois-ci, Elisabeth Borne, le Premier ministre français, s'est rendu du côté d'Alger. C'était également pour consolider les relations, a-t-elle dit, mais surtout pour lancer cette nouvelle impulsion des relations franco-algériennes. Nouvelle impulsion, donc à quoi ressemblera celle-ci si la question mémorielle n'est pas mise sur la table, si la question mémorielle n'est pas résolue? Dans cette émission, on tentera bien sûr de s'interroger sur la question, mais aussi, est-ce que la visite d'Elisabeth Borne avec 15 autres ministres français ne cachait-elle pas tout simplement une opération séduction pour avoir un peu de gaz de l'Algérie quand on sait que la France suffoque sur le plan des hydrocarbures en ce moment, sachant la tension qu'il y a entre l'OTAN et bien sûr la Russie. Voilà donc le sujet qui sera abordé dans cette édition, nouvelle édition d'ailleurs de l'émission Le Point sur l'actualité, et celle-ci démarre tout de suite. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Point sur l'actualité sur For You Télévision. Vous nous recevez, mais également sur nos différentes pages Facebook et YouTube For You Media Africa. Merci à tous de nous regarder chez vous et merci à Jonathan Batengene qui est notre consultant et déjà bien installé dans ce studio. Bienvenue, bonjour. Bonjour Madame Begoudé Madone, bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui nous regardent et qui font la fierté et la réussite des programmes panafricanistes. Bonjour à tous les techniciens qui travaillent pour que cette émission se passe dans de très bonnes conditions. Un bonjour particulier à tout le personnel For You Media, à la direction générale, aux autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense qui veillent à l'unité et l'indivisibilité de notre cher et beau pays. Et comme tous les soirs, le coup de gueule est adressé à l'attention du dictateur despote sanguinaire d'Abidjan, M. Alassane Dramane Ouattara, qui retient dans ses geôles la grande combattante pour les libertés et les droits fondamentaux, Mme Edith Bucheri Balé. Elle est maintenue dans des conditions abjectes. Elle est détenue par la junte ivoirienne. Et cette dame, on lui reproche d'avoir comploté contre son pays alors que c'est faux. Elle a simplement joué le rôle d'entremetteuse de manière volontaire, c'est-à-dire de médiatrice pour la libération des 46 mercenaires dont on connaît aujourd'hui la nationalité finale. 16 Ivoiriens et 30 légionnaires français, 46 mercenaires de la junte française donc. Qui ont utilisé le passeport ivoirien, usurpé le passeport ivoirien pour aller commettre leur sale besogne au Mali. Nous rassurons que les autorités maliennes réservent à ces mercenaires un traitement à la hauteur de leur imposture et de leur forfait. Cependant, Madame Edith Bucheri Balé, grande combattante des libertés, dame sur qui nous mettons le succès de la lutte pour l'amélioration du panier de la ménagère avec l'augmentation salariale en Côte d'Ivoire. Elle est retenue en Côte d'Ivoire par le régime sanguinaire du dictateur Alassane Dramane Ouattara. Nous demandons inconditionnellement et incessamment sa libération. Madame Edith Bucheri Balé, courage à vous, votre victoire est pour peu de temps, pour bientôt. Merci à vous, Jonathan Batengene, pour ce coup de gueule, une fois de plus, dans cette émission. Eh bien, on va parler de l'Algérie tout de suite, mais surtout des relations franco-algériennes. Et la question principale, c'est où va la nouvelle dynamique de Paris à Alger, alors que la question mémorielle n'a toujours pas été résolue. Alors, déjà, une visite de la France
à Alger avec 15 ministres, pratiquement la moitié d'un gouvernement qui s'est retrouvé en Algérie. C'était pour discuter d'une coopération économique, c'était pour discuter de coopération culturelle. Premier regard sur un tel déplacement aussi chargé? Il faut être honnête. Quand on dit visite, c'est pour être gentil, pour donner l'impression que la première ministre de France s'est déplacée pour aller rendre pour aller rencontrer le président Tebboune dans le cadre des activités normales du gouvernement français. Non. D'abord, l'actualité, c'est ceci. Il faut que les Africains et nos téléspectateurs le sachent. La France est à court de carburant. Depuis bientôt 2 semaines, la pénurie de carburant bat son plein dans toute la France. Depuis la journée de samedi, les populations françaises sont sevrées de carburant et il y a une politique de rationnement comme en temps de guerre. Ça rappelle un peu la Seconde Guerre mondiale. Une politique de rationnement qui est mise sur pied. Il faut noter que tout ceci fait suite à des déclarations irresponsables, mais surtout des bravades d'un ministre de l'économie qui n'avait jamais su ce que valait la relation entre Paris et Moscou. Il avait dit, M. Bruno Le Maire, il avait dit qu'il ferait tout pour casser l'économie russe. Et il avait, comme dans un jeu de PlayStation, il avait cru qu'il allait simplement s'attaquer à l'économie russe et rien n'allait en résulter de son point de vue sur l'économie française. Que cette fausseté se soit révélée à son égard au détriment du peuple français. Et aujourd'hui, le paquet les 8 paquets de sanctions de l'Union européenne et particulièrement impulsés par les ministres français et leur président, le chef de la junte française, contre la Russie, se retourne contre le malheureux peuple français, otage de la junte française. Aujourd'hui, vous avez donc des pénuries d'énergie, de carburant. Ceci s'ajoute à un phénomène que les Français commencent déjà à intégrer dans leur vécu quotidien, les délestages. On les a déjà habitués au délestage. Donc la France désormais rentre dans son processus accéléré de tiers-mondisation. Et donc dans la tiers-mondisation de la France, Madame Borne veut encore utiliser le langage qui sied aux puissances. Elle parle de visite. Non, il s'agit d'un déplacement pour aller commander, pour aller demander pardon, pour essayer de supplier, implorer la clémence et surtout la compassion des dirigeants algériens dans le cadre de la situation qui est en train de s'annoncer catastrophique et chaotique du fait simplement de l'outrecuidance et de l'aventurisme des dirigeants de la junte française, y compris cette dame elle-même. Donc, elle s'en va là-bas pour demander, pour supplier, pour implorer, pour solliciter que les autorités d'Alger leur accordent des mesures tout à fait clémentes, ou du moins des mesures d'accompagnement dans le cadre de la résorption de la crise énergétique. Et quand nous parlons de cette sollicitation, la France est vraiment à genoux. Ce n'est pas la France que vous avez connue qui va aujourd'hui s'exprimer, c'est une France qui supplie avec les 2 mains, qui est à genoux et qui demande simplement au président Abdelmadjid Tebboune s'il peut leur accorder une légère augmentation de production gazière en vue de résorber la crise qui est actuellement en train de sévir sur le peuple français. On a vu, quoi que vous devez avoir ces images.
des policiers français poussaient leurs véhicules comme à cause de la pénurie de carburant. Comme au Moyen-Âge, comme à l'époque des charrettes. Ils étaient en train de pousser leurs véhicules. C'était un peu pittoresque. C'était une image blessante. Mais quand vous avez des dirigeants aventuriers, c'est un peu ce qui vous arrive. Donc l'inconséquence des autorités de la jeune française, ou bien de la jeune française, est aujourd'hui en train de jouer contre elle. Et dans le cadre de sa sortie, des pistes de sortie, il y a donc ce déplacement sur Alger qui est en fait une sollicitation. Paris sollicite la compassion d'Alger dans le cadre de la résorption de la crise énergétique. Voilà le véritable intitulé qu'on donnera à ce déplacement. C'est un déplacement sur Alger, mais un déplacement qui s'impose à cause de l'urgence de la crise. Et notons que nous ne sommes pas encore en hiver. Voilà, nous ne sommes pas encore en hiver. Il faut peut-être rappeler, Jonathan Batenguene, qu'à la même période, en 2021, entre l'Algérie et la France, ça n'allait pas, puisque l'Algérie avait décidé de rappeler son ambassadeur et de fermer l'espace aérien aux militaires français. Aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que les choses sont en train d'aller un peu mieux avec la dernière visite du président français. Celle-ci avait d'ailleurs débouché sur l'annonce d'une commission d'historiens franco-algériens qui travailleront sur la mémoire après la période coloniale, mais aussi la guerre d'indépendance. Eh bien, quel regard porter sur de telles annonces quand on sait que plus tard, il n'y a toujours rien eu comme avancée, mais déjà des coopérations qui sont remises sur la place, et on parle d'impulsion nouvelle. Vous savez, il faut reconnaître que nos frères algériens ils ont le tact et ils ont la doigté nécessaire en matière de diplomatie. Ils savent ne pas blesser, ils ne sont pas violents comme nos homologues, comme leurs homologues d'Occident. Ils sont assez fins et c'est cette finesse qui vous laisse croire qu'il y a une amélioration des relations. Bon, nous allons faire un léger décor, nous allons planter un peu le décor. En fait, lors de la dernière visite d'Emmanuel Macron à Alger, il est arrivé avec une délégation qui était bien plus importante que celle de Mme Borne. 60 personnalités accompagnaient M. Macron. Seulement dans les 60 personnalités, 300 personnalités accompagnaient Emmanuel Macron. Oui. Dans les 300, il y avait près de 12 ministres. Il y avait des ministres des ministres régaliens, comme le ministre de l'économie, comme le ministre de la Défense, comme le ministre de l'Intérieur. Ils étaient tous là. Et ils ont même mis des hommes d'affaires dans la délégation. Ils sont allés. Il était prévu que sous l'impulsion du chef de l'État de la junte française, que l'on changeât les modalités de coopération avec Alger. Alger est resté très diplomatique. Alger n'a pas essayé de blesser la France parce que on dit en Afrique, on ne tire pas sur un corbillard. Et la France elle-même s'est déjà elle-même mise dans le corbillard en décrétant la guerre à la Russie et en subissant ses propres sanctions. Donc, ce n'est pas l'Algérie qui va appuyer à ces douleurs. Donc, l'Algérie avait tenu compte du contexte. La France est fragilisée, la France est affaiblie, la France est dans une situation délicate. Et ce n'était pas le moment d'utiliser, c'était pas une opportunité pour davantage l'enfoncer. Donc les autorités algériennes ont accueilli les autorités françaises, des autorités de la junte française, les représentants de la junte française, avec beaucoup de diplomatie. Et ces derniers se sont crus finalement en train de renégocier quelque chose. Seulement, quand ils quittaient Alger, la télévision nationale algérienne a fait un reportage mémorable au cours duquel l'Algérie décline ses positions vis-à-vis de la junte française. Ils disent que la France est un pays dépassé en matière de technologie. Ils disent que la France est un pays qui n'a jamais proposé un partenariat gagnant-gagnant. Ça, c'est l'idée profonde. Et c'est d'ailleurs pourquoi
malgré la présence du PDG, du PDG, oui, le président du conseil d'administration de Total, oui, qui est l'une des multinationales du CAC 40 les plus performantes, malgré sa présence dans le conseil, dans la délégation du président Macron, il n'y avait eu aucun accord sur les produits et sur les hydrocarbures. Aucun accord. Même pas l'augmentation de la production de gaz de l'Algérie et sa fourniture vers la France. Donc, vous voyez que les Algériens ont été ce qu'on appelle en politique, ils ont utilisé une main de fer dans un gant de velours. Et quand ils serraient la main de la junte française, ils essayaient de lui montrer que nous pouvons être plus durs que ça, mais nous essayons de vous caresser dans le sens du poil, tout en ne vous faisant aucune concession. Donc les autorités algériennes ont réussi à tenir les autorités, la junte française en haleine, et la junte française espère se relancer parce qu'elle s'est dit c'est une étape de négociation, nous pouvons revenir et leur proposer des partenariats gagnant-gagnant. Il faut noter que dans ce jeu, la junte française espère procéder par l'Algérie. Vous savez qu'ils ont toujours eu ce principe. Ils parlent toujours des accords d'Alger pour rentrer dans le dossier malien. Donc ils veulent procéder par l'Algérie, ils veulent normaliser. C'est d'abord très difficile. Ils veulent normaliser leur relation avec l'Algérie parce qu'ils savent que derrière, il y a le dossier malien qui leur a échappé. Oui. Donc ils veulent à tout prix procéder de la sorte. Or, l'Algérie n'est pas dans les mêmes dispositions pour plusieurs raisons. L'Algérie est en contradiction avec beaucoup de partenaires de l'Union européenne. Par exemple, l'Espagne qui adopte une posture très proche de celle du Maroc sur le dossier de la Kabylie et sur d'autres dossiers, le Sahara occidental. Vous avez ces dossiers qui sont brûlants actuellement dans le Maghreb. Vous avez la France qui est proche des autorités marocaines. Vous avez l'Algérie qui se dit, qui est très proche de la Russie et qui sait qu'il y a des éléments à glaner du point de vue géopolitique parce que l'affaiblissement de l'Union européenne augure la montée de nouvelles puissances. Donc l'Algérie sait qu'elle peut se relancer dans le jeu international. Donc elle a même intérêt à ce que l'Union européenne perde de sa puissance. Donc les Algériens, conscients de toutes ces transformations géopolitiques, ne peuvent pas relancer une coopération qui va permettre à la junte française de redécoller en mauvaise pratique au niveau international. Donc tous ces éléments font que le Quai d'Orsay, malheureusement, est en train de payer encore le fruit de ses mauvais calculs. Eh bien, il faut dire également que l'Algérie, qui produit plus que jamais du gaz depuis une certaine période, notamment 105 milliards de mètres cubes déjà en quelques temps, eh bien, le pays en a besoin, lui également, dans son intérieur. Est-ce que l'Algérie pourrait faire des consensus pour avoir une certaine coopération avec la France dans ce sens-là, quand on sait justement que celle-ci a évité totalement la question du gaz pendant la visite? Quand je parle de celle-ci, je parle bien sûr d'Elisabeth Borne, la première ministre française, qui a totalement évité cette question-là, que ce soit devant les journalistes français ou encore devant le public. On s'est contenté de dire qu'il s'agissait de coopération sur le plan culturel et économique. Oui, la question culturelle, la jeune française l'annonce. Mais vous savez que la veille de la visite de Madame Borne, qui est l'une des représentantes de la jeune française, à la veille de sa visite en Algérie, les Algériens ont écarté la langue française des langues officielles de l'Algérie. Donc, du point de vue culturel, l'Algérie est en train de shifter, en train de tourner la page de l'époque coloniale et en train de reconstruire son histoire sur un nouvel horizon. Cette Algérie également, vous avez parlé de gaz, l'Algérie est quand même le pays qui, au mois d'avril, a réuni les grandes puissances arabes au sein de l'OPEP lors d'un sommet, je crois, au Qatar. Oui. Et ce sommet a permis d'adopter une position commune. Et le fruit de cette position commune, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous constatez au niveau de l'OPEP. Et quelle est l'approche que les Algériens avaient? Les Algériens se sont mis d'accord avec les puissances
arabes qui sont au sein de l'OPEP pour ne pas augmenter la production de gaz ou de pétrole afin de compenser le manque ou bien le déficit de l'absence d'hydrocarbures russes. Donc, ils ne voulaient pas remplacer la part de la Russie sur le marché international, laissant ainsi les prix flamber, créant aussi une rareté des produits des hydrocarbures et permettant à la Russie de véritablement peser dans l'affaiblissement de l'Union, du bloc occidental collectif. Et d'ailleurs, un des pays qui a compris et qui d'ailleurs a commencé à vouloir jouer et sortir les muscles sur cette posture algérienne, c'est les États-Unis. Il y a de cela 2 semaines, des responsables états-uniens ont conseillé au ministre Blinken de prendre des mesures contre l'État algérien qui est l'un des soutiens de poids de la Russie. Donc vous voyez que on est bien là dans une situation qui montre que l'Algérie, c'est pas un pays qui pourrait augmenter sa production de gaz simplement pour satisfaire les desiderata des Occidentaux. La France, ou du moins la jeune française, se trompe d'analyse. Et ce n'est pas, quand on parle d'importantes délégations, une délégation qui n'est même pas la moitié de ce que le chef de la jeune française avait mobilisé, ce n'est pas cette délégation qui va bouger les lignes. D'ailleurs, jusqu'à présent, vous avez vu qu'il n'y a aucun communiqué qui est rendu officiel dans le sens de la signature d'accords, que ce soit économique ou bien culturel. On parle juste de 12 accords. Économique, culturel, mobilier. Vous n'avez pas vu En fait, ça montre que cette coopération est hyper fragile, que l'Algérie continue à camper sur ses positions et que de l'autre côté, vous avez une jeune Française qui veut à tout prix. Mais notons que ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas le marché algérien en lui-même. C'est que la jeune Française veut à tout prix maintenir des canaux de discussion avec Alger parce que le vrai dossier qui est parfois abordé au-delà du gaz, c'est le dossier malien. Mais quand même, la question malienne reste toujours au centre, on va dire ça comme ça, des relations entre la France et l'Afrique. Peut-être qu'on va essayer de comprendre également, est-ce que résoudre la question mémorielle justement du côté d'Alger pourrait toucher l'Algérie au point de lâcher du lest sur la question malienne? C'est le même président, le chef de la jeune française actuelle, Emmanuel Macron, qui s'était exprimé en disant que les Algériens en font un peu trop avec cette question mémorielle. Oui. C'est le même qui est encore en service. Et à l'époque, il était quand même assisté d'un autre va-t-en-guerre, un ministre un peu moins brillant, s'il faut au moins regarder les carrières diplomatiques, un peu moins brillant que celle qui est là. Celui-là, il s'était exprimé à la porte-pièce sur la question mémorielle. Ceux-là incarnent la blessure béante de la fracture ou bien la blessure béante entre l'Algérie et la France, ou du moins la jeune française. Et cette blessure est encore tellement vive que les Algériens n'ont pas encore digéré. D'ailleurs, souvenez-vous, avant de se déplacer, le patron de la jeune française, Emmanuel Macron, lors de son dernier déplacement, il avait intégré un historien révisionniste qu'il a mis dans son dispositif et qu'il a amené à Alger. C'était pas pour refroidir le cadre diplomatique entre les deux pays. Quand vous regardez également que Alger a dû peser de tout son poids pour qu'il laissa le grand rabbin de France, le président de la conférence, cette organisation qui organise les rabbins de France, l'Algérie a dû peser de tout son poids. Et ce dernier s'est fait choper une Covid un jour avant le voyage. Ça a surpris et scandalisé un peu la classe médiatique mondiale. Mais
on a compris que Paris était en train de ployer sous la pression d'Alger et que Alger avait réussi à imprimer sa vision et surtout sa perception de ce qu'elle entend être la mémoire de la coopération avec la jeune française, surtout avec la question de la décolonisation. Oui. Vous savez qu'en 1952 et 1962, l'Algérie a perdu plus de 2 millions d'individus et que la majorité de ces personnes a été massacrée, génocidée par la jeune française. Ces douleurs-là qui sont encore assez fraîches, parce que le général, chef d'état-major actuel, M. Shangri-Ha, ce général lui-même a encore une mémoire de ce que, il a encore fraîchement dans la mémoire les années où les Algériens se sont battus pour leur liberté. Ces gens-là n'ont pas cautionné ces discours irresponsables, ces discours que nous avons qualifiés d'entrée de jeu aventuriers du patron de la jeune française, et nous ne pensons pas que c'est l'arrivée de cette ministre des Affaires étrangères de la jeune française, Madame Catherine Colonna, qui va changer les choses. Madame Elisabeth Borne. Alors, il faut rappeler oui, également... la première ministre, Madame Borne. Il faut rappeler également qu'Emmanuel Macron avait questionné l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation française. Ce genre de choses, sur le plan même diplomatique, ça ne se fait pas. Bon, ne disons même pas diplomatique. Vous savez, on peut comprendre... Sur le plan du respect entre homologues. D'abord, il y a ça, ça témoigne, pas d'abord du respect, ça témoigne de l'ignorance de l'élite de la jeune française aujourd'hui, qui représente la jeune française aujourd'hui. Vous savez, on a eu pour la jeune française, quand même à une certaine époque, la crème de la crème des individus qui avaient une de très bonne formation académique et qui connaissaient un peu l'histoire des peuples. Oui. Quand quelqu'un questionne l'historicité ou bien l'ancrage historique de l'Algérie, ça veut dire qu'il ne connaît même pas l'histoire du Maghreb depuis le 11e, depuis le 12e, depuis bien avant, peut-être le 8e siècle. Quand vous regardez Alger 1787, vous voyez déjà, il y avait déjà beaucoup d'éléments qui étaient développés à Alger. En 1787, il y a des textes historiques. Quand vous regardez qu'il y avait les États-Unis eux-mêmes, en 1779, les États-Unis étaient déjà en communication avec l'Algérie. C'est pas l'époque totale, c'est pas l'époque coloniale en elle-même. Donc, c'est faire preuve d'ignorance, c'est à mettre sur le crédit de la cooptation d'une élite qui n'est pas forcément qualifiée pour du point de vue intellectuel, mais qui est suffisamment compromise pour se retrouver à un certain niveau de décision. Donc, M. Macron avait payé les frais et en plus, il s'est rapproché davantage d'intellectuels, d'historiens révisionnistes qui eux-mêmes ont une mémoire qui est clouée à l'époque coloniale et qui n'arrive pas à traverser les âges. Vous savez, quand le Premier ministre malien a sorti la charte de Kourakan Fougan, ça a surpris plusieurs, mais pour nous, africanistes, panafricanistes, ça ne nous a pas surpris parce que nous savons que l'histoire africaine est bien vieille d'avant la colonisation. Donc, l'Algérie ne peut pas comprendre ce révisionnisme d'abord sur son histoire, mais en plus cette ignorance. Et un chef d'État qui s'exprime avec autant de légèreté, c'est quand même la preuve qu'il n'avait pas encore toute l'expérience nécessaire pour arriver aux affaires. Mais ça, c'est un problème interne à la jeune française. Au niveau diplomatique, il a donc blessé, il a heurté les sensibilités, il a blessé son homologue algérien, il a blessé le peuple algérien qui lui est conscient de son histoire et qui connaît la profondeur de cette histoire dans le cadre des temps et des âges avec sa dimension
politique dans le monde. Des propos qui avaient d'ailleurs fortement touché le président algérien et qui avait réagi, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un gel, on va appeler ça comme ça, des relations diplomatiques, ce qu'Emmanuel Macron a tenté de réparer par la suite, mais qui tarde à réellement se mettre sur pied. Pour revenir sur cette question mémorielle, est-ce qu'il faudrait un peu plus d'action venant de l'Algérie pour peut-être booster un peu les choses, parce que continuer des coopérations avec un partenaire dont on n'a pas réellement la clairvoyance, ça reste compliqué. C'est pas que Paris n'ait pas de clairvoyance sur les affaires d'Alger, mais je vais toucher et revenir un peu sur la précédente question. Oui. Le vrai sous-entendu dans l'idée que l'Algérie, son histoire commencerait avec la colonisation, c'est de faire exister le prétendu royaume du Maroc, excusez, hein. Mais c'est une réalité. Ils sont des partenaires, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Maroc, c'est un royaume qui a été créé par le maréchal Lyotel, qui est un Français. Donc, les Français veulent à tout prix s'approprier l'histoire de l'Algérie parce qu'ils ont véritablement marqué la création d'un royaume à côté de l'Algérie. Et puisqu'ils s'appuient sur cet artificialisme au niveau de l'histoire du Maroc pour justifier de leur présence dans le Maghreb, ils veulent à tout prix que les Algériens se sentent dépossédés de leur histoire, qui est bien plus vieille que la supposée histoire l'histoire du supposé royaume du Maroc. C'est ça l'enjeu derrière. Et la France c'est de manière aussi, c'est vicieuse. C'est de manière vicieuse que M. Macron balance lui, le patron de la jeune française. Oui. Mais c'est normal parce que ils savent que l'OTAN veut entretenir cette... vous savez que les peuples algériens et marocains, qui sont des peuples qui ont une histoire qui est parfois entremêlée, parce que les Algériens ont parfois colonisé cet espace et lui ont donné une certaine viabilité. Et les Marocains, par la suite, se sont aussi battus. Il y avait le royaume de Fès, il y avait je crois qu'ils étaient deux, hein, le royaume de Fès et le royaume de... les deux sultans, je vais me souvenir de ça. Donc, les Marocains qui, eux, ont été colonisés par la France et qui ont finalement vu un royaume être créé sur la base de la volonté de l'Empire français, de l'Empire colonial français. Les Français voudraient élargir cette vision à l'Algérie. Et c'est dangereux. Parce que c'est au nom de ça qu'ils entretiennent une rivalité entre les Marocains et les Algériens. Et ils veulent donner aux Marocains de la légitimité à continuer d'attaquer l'histoire très ancienne du peuple algérien. C'est donc quelque chose de vicieux. Et la décision de geler les relations avec la junte française était une très bonne décision. C'était une très bonne décision. Ça a pris du temps, mais aujourd'hui, il y a quelque chose. Nous ne devons pas perdre de vue que nous sommes dans un changement géopolitique important. Et ce changement géopolitique veut que l'Occident collectif soit en train d'être débouté de sa position hégémonique. Et l'Algérie est un candidat sérieux dans le renversement de cet ordre des choses-là. Donc aujourd'hui, Madame Borne qui se déplace, elle est non seulement en territoire hostile, ça il faut le dire, elle est en territoire hostile, mais en plus elle est sur un territoire qui a un vieux contentieux avec son pays. Donc le contentieux, lui, culturellement, on pourra le résoudre par étapes sur certains points, peut-être, si elle dit commission d'historiens, mais la commission d'historiens ne résout pas un contentieux historique. La commission d'historiens va peut-être diagnostiquer le contentieux historique. Venir faire la lumière sur l'histoire. Peut-être pas la lumière, parce qu'il y a toujours des zones d'ombre, mais au moins se faire un diagnostic, un inventaire de ce qu'est pourrait être le contentieux historique. Le contentieux historique, quant à lui, nous avons l'habitude de le dire, ce n'est pas le fait que l'Allemagne ait versé de l'argent à la France qui a fait que la France se soit relevée
sa situation délétère d'après la Deuxième Guerre mondiale. C'est parce que la France s'est levée et a dit, ah, j'ai quand même des colonies en Afrique, je vais y aller et je vais les piller, arracher leurs ressources et me constituer aussi ma fortune. C'est ça qui a construit la France, c'est pas le plan Marshall, ça c'est des mensonges. Donc, si la France a pu se relever, ça veut dire que l'Algérie peut se relever indépendamment de ce qu'on appelle contentieux historique. Et l'Algérie le fait. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que la prospérité économique de l'Algérie aujourd'hui dépend de ce qu'on appelle le contentieux historique? Ça ne pourrait même pas changer grand-chose à ce que les Algériens font actuellement. Mais c'est important de maintenir l'idée qu'il existe un contentieux historique. Les commissions d'historiens pourront faire un inventaire du contenu de ce qu'on appelle contentieux historique, pourront faire un inventaire. Mais puisqu'on ne peut pas ressusciter les êtres humains, eh bien, il faut enlever de la tête qu'on peut résoudre le contentieux historique. La France et l'Allemagne ont un contentieux historique et pourtant, l'Allemagne ne paye pas à la France tous les ans une somme en argent pour vider le contentieux historique. L'Allemagne a un contentieux historique avec la Pologne, l'Allemagne a un contentieux historique avec Israël, et pourtant vous n'avez jamais vu les Allemands en train de leur payer des sommes faramineuses toutes les années. Le contentieux historique ne se vide pas par le fait que l'on ait mis des commissions d'historiens. Mais les contentieux historiques, dans le cadre de la mémoire, on peut comprendre l'étendue de la dette d'une nation vis-à-vis de l'autre. On peut comprendre l'étendue des crimes d'une nation vis-à-vis de l'autre. Et on peut travailler pour les peuples qui ont été victimes, on peut travailler sur les phénomènes de tolérance. Sauf que pour l'instant, on n'en est pas encore à ce niveau-là. Il y a un grand conflit qui est ouvert, c'est la lutte en vue de renverser l'hégémonie occidentale et l'Algérie qui est engagée là. Je ne pense pas, très humblement, qu'elle soit dans la perspective de donner une chance à l'Occident de se remettre de ses blessures qui sont déjà assez béantes dans son duel avec la Russie. Et un autre duel du côté de l'Algérie, c'est le duel avec l'Italie également en ce qui concerne la question gazière. Est-ce que vous pensez que entre l'Italie et la France, le match sera assez serré en ce qui concerne le gaz de l'Algérie, ou alors il y aura une balance suffisamment équitable? Il y a quelque chose. Les Algériens sont un peu plus confortables avec les Italiens qu'avec les Français. Pour les raisons que nous avons évoquées. Le fameux contentieux historique, les bouts multiples de leur président, du chef de la junte, du fait de son inexpérience, de son côté vicieux et d'un ensemble d'autres paramètres. Donc, ça fait que, oui, il y aura des préférences côté algérien. Il y aura des préférences. Et vous verrez que les accords avec la junte française seront toujours limités. Parce que pour l'instant, il faut faire suffisamment mal à la junte française. Il faut l'affaiblir pour d'abord l'empêcher de ressurgir. Vous savez, nous parlons généralement simplement du contentieux avec la question des luttes indépendantistes. Mais avec l'Algérie, ça s'est poursuivi. Dans les années 90, tous les mouvements terroristes qui essaimaient dans le Maghreb à la frontière algérienne, c'était des mouvements soutenus par les services secrets de la France. Donc la junte française a de gros problèmes avec l'Algérie. L'Algérie ne peut pas essayer de redonner du souffle à la France qui aujourd'hui agonise. Et c'est malheureux, mais la France est condamnée pour l'instant à continuer son agonie. Elle ne peut pas subir une aide véritable de l'Algérie. Parce que pour l'Algérie, ils savent à quel point c'est suicidaire que de donner la capacité à cette France-là, surtout à la jeune française, de se remettre des blessures qu'elle est en train d'écoper actuellement. Avant de revenir sur la conférence de presse conjointe justement d'Elisabeth Borne et le ministre algérien des Affaires étrangères, on nous annonce au téléphone Jean, bienvenue dans cette émission. Bonjour à votre invité Jonathan, bonjour technicien, bonjour à l'Afrique. Merci. Vous voyez le problème qu'il y a aujourd'hui, vous voyez combien de fois la France force par l'Algérie. Il y a quelque chose là-bas.
c'est ce qu'elle cherche à obtenir. Au lieu de mettre l'accent sur l'essentiel, qui est de faire un mea culpa de toutes les actions sur le continent africain. Aujourd'hui, le dossier du Mali à l'ONU contre la France est presque oublié. Et on fait ces zigzags-là. Vous voyez, c'est un problème très profond. Nous appelons les Français, le peuple français, à vraiment à renaître de nouveau et à réparer au moins ce qui est réparable envers les Africains. Au lieu de faire ces zigzags qu'ils sont de faire, le malheur est sur eux. Ça, faut pas l'oublier. Les dommages que la France a créés au continent, mais l'Afrique, la France même ne peut pas conscience et les Français ne le savent pas. Ils ont tué. C'est vrai, ils ne peuvent plus réveiller nos morts aujourd'hui. Mais ce qu'ils ont volé, ils doivent les retourner. Je dis bien, ce qu'ils ont volé, du moins, ils doivent les retourner. Et maintenant, enlever leurs bases militaires. Sur le continent africain. C'est très sérieux ce que nous disons. Mais si elle est là, en train de faire ces jeux comme si d'habitude, c'est ce qu'elle a l'habitude de faire, mais nous appelons le peuple français à revoir les menaces depuis un certain temps sur leur pays. Ce pays démoniaque, à partir des brûlures et de feux dans les cathédrales et ses consorts, tout cela doit leur montrer que ils ne sont pas sur le vrai chemin, ils sont contre le divin. Et tout ce qu'ils font doit être brûlé. Et ça me rappelle encore de ce que on avait dit à Clovis, le roi des Francs, dans les années 498-99, quand il recevait, ce barbare-là recevait le baptême, soi-disant qu'il veut se convertir, on dit Clovis, baisse-toi pour adorer ce que tu brûlais et brûle ce que tu adorais. Mais il n'a pas brûlé ce qu'il adorait et l'hypocrisie est rentrée dans sa foi. Et c'est ce que la France a toujours véhiculé jusqu'à aujourd'hui. Elle fait croire un pays de droits de l'homme, pays de l'humanité, pays de ceci, pays de foi. Mais voilà les conséquences, voilà le fruit de leur foi aujourd'hui. Ils doivent prendre conscience. Le nouveau gouvernement formé par le Jupitérien, il a changé de nom. Mais et maintenant, elle se déplace en Algérie parce qu'ils veulent forcer par l'Algérie, comme le dit votre invité. C'est très spirituel, mais ils vont échouer. Tant qu'ils n'ont pas réparé les dommages de ce qui est réparable envers l'Afrique, ils vont disparaître. Nous le répétons encore. Ils vont disparaître. Que Dieu bénisse. Nous sommes en guerre. Que l'esprit de clairvoyance et de lumière soit sur vous, sur le continent africain. C'est une lutte qui ne va pas finir maintenant jusqu'à la libération totale du continent africain. Merci. Merci à vous également. Merci infiniment pour cette réaction. Les numéros de téléphone sont affichés au bas de votre écran. Vous pouvez appeler pour tenter de nous joindre et bien sûr apporter votre avis sur la question et les différentes réactions de notre invité, le consultant Jonathan Batengene. Eh bien, Jonathan, une réaction sur ce qu'a dit Jean tout à l'heure avant que je ne vous pose la question suivante? Non, je suis tout à fait d'accord avec les perspectives de Jean. Alors, lorsque la conférence de presse conjointe avait lieu justement avec Elisabeth Borne, un journaliste français, notamment d'une radio-télévision de ce côté-là, a mis sur la table la question du gaz. Et elle s'adressait au ministre algérien. Elisabeth Borne a sauté sur la question et a décidé de répondre à sa place. On pourrait comprendre ça, justement, par une sorte de fourberie de la France. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? La conférence de presse de Yaoundé. Oui, le président Paul Biya et Emmanuel Macron. Et l'un devient le porte-parole de l'autre. Donc c'est dire que en fait les autorités de la jeune française ou bien les représentants de la jeune française sont désormais dans une situation quasi ridicule en Afrique. C'est le ridicule. La véritable, et nous avons posé, la raison primordiale, c'était supplier le gaz.
c'était la question, est-ce que les Algériens seront d'accord pour approvisionner, augmenter juste une petite quantité pour permettre à la France de survivre encore quelques jours. Parce qu'on n'est pas encore à l'hiver. Et quand l'hiver sera là, c'est pas cette histoire que vous avez vu quelques des policiers pousser leur voiture. Non, ils étaient 4. 4 policiers poussaient leur voiture. C'était pas ça. Oui. C'était d'ailleurs une fourgonnette. C'était pas ça. Ce sera bien pire. Le peuple français qui est otage de la jeune française et qui, on le targue tous les jours dans les médias, vous êtes un peuple démocratique, vous êtes une démocratie avancée. Un pays libre. Vous êtes un pays libre. Ce peuple qui est en train de mourir, d'agoniser à petit feu. Ils ne connaissent pas encore la théorie du crapaud dans la marmite bouillante. Le crapaud dans la marmite bouillante, qu'est-ce qui se passe? Pour le tuer, on ne met pas le feu à 100 degrés. Non, on y va progressivement. La marmite chauffe progressivement, elle chauffe progressivement. Et le crapaud est à l'aise. Oui, le crapaud croit que non, la marmite, c'est... Et à un moment, la marmite chauffe déjà tellement qu'il ne peut plus. Les jambes sont engourdies, les pattes sont engourdies et il ne peut plus se déplacer. Et il meurt. C'est ce qui est en train d'arriver au peuple français. Ils ont commencé avec la Covid, les mesures barrières, les confinements, tout était spectaculaire, drastique et liberticide. Maintenant, on les prive d'électricité. On voit qu'ils sont encore en train de rêvasser. Leurs médias mensonges leur disent vous êtes les champions de la démocratie, vous êtes les champions de la liberté. Il n'y a pas d'électricité. Maintenant, c'est le carburant. On est en train de leur préparer à mourir dans les maisons pendant l'hiver. Si vous ne voyez pas ça venir, c'est ça. La réalité est que ces gens sont en train de sacrifier leur peuple. En la matière, le patron de la jeune française n'est pas différent de Zelensky. Il n'est pas du tout différent de Zelensky. Il y a une information qui nous a marqué il y a quelques heures. Oui. C'est que selon un média français, 42% du mobilier, vous aurez l'impression que c'est des républiques bananières dont on parle, hein, du moins celles classiques qu'on nous a présentées. Le mobilier, c'est-à-dire les chaises, les tables et les revêtements de décoration, comme les tableaux. 42% dans l'administration française a disparu. 42%. Donc, pour dire simple, les employés du public ont volé les chaises de l'administration, ont volé les tableaux. Et il se dit encore, d'après le même journal, que 73% de ces cas-là sont enregistrés à l'Élysée et au Quai d'Orsay. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que quand un employé arrive, il voit que non, il y a les chaises de l'Élysée sont trop jolies, lui-même il en casse pour voler. Voilà ce que ce Macron a mené. Ça ne vous rappelle pas que c'est les pratiques à la Zelensky? Il y a un auteur français qui a écrit un livre. Il dit dans le livre que jamais on a eu une clique de corrompus comme sous Macron. Le livre d'ailleurs est écrit dans une... Je vais retrouver le titre. Le livre, je l'ai publié une fois sur mon compte Twitter. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué. J'ai dû le lire une fois chez le président Bandakani, qui avait un exemplaire physique. Donc vous avez des livres qui montrent que c'est une clique corrompue. Et maintenant ils sont devenus des voleurs, des kleptomanes qui volent les chaises. Ça veut dire que Madame Bégoudé, s'ils viennent à cette émission, ils peuvent rentrer avec les micros. Mais vous pensez que ces gens sont sérieux? Ces personnes qui volent donc sont en train de sacrifier leur propre peuple. Ils sacrifient leur propre peuple. Et le peuple est là, amorphe, ne revendique pas. Nous saluons les visionnaires qui, pendant ce week-end, ont essayé de manifester en France. Et
Et Madame Borne, représentante de cette junte française, constituée en majorité de voleurs de chaises, elle s'en va supplier. Eux, ils écrivent dans leurs médias en visite en Algérie. Quelle visite? Quand vous avez faim et que vous allez demander la nourriture, c'est une visite. En Afrique, ça ne s'appelle pas visite. On devait dire que la France vient faire le monde. De manière triviale, en Afrique, bon, au Cameroun, on dit c'est le ndok. Jonathan. Non, c'est une expression pour que les Camerounais comprennent très bien. Je ne sais pas comment on le dit en Bambara, je l'aurais dit. Mais c'est différent d'une visite. C'est que vous avez faim. Vous allez chez le voisin espérant que vous allez manger. Ce n'est pas une visite. C'est une simulation de visite. Quand nos chefs d'État allaient là-bas, ne croyez pas qu'ils sont en train de faire quelque chose. Quand nos chefs d'État allaient là-bas, ils ne disaient pas que lorsque le chef d'État allait pour demander des crédits, ils ne disaient pas que nos chefs d'État étaient en visite. Ils disaient que le chef de l'État recherche des financements. Eh oui. On sait bien différencier une visite de la quête d'un objectif économique déterminé. Alors, s'ils peuvent différencier cela de nos chefs d'État... Mais comme il ne faut jamais placer l'ancienne puissance coloniale comme celle qui est demandeuse, on parle donc de visite officielle et non, directement on met en avant... Comment vous l'appelez ancienne? Non. Madame Begoudé, on ne peut pas dire ancienne puissance coloniale. La France est jusqu'à preuve du contraire une puissance néocolonialiste. C'est là sa raison d'être. Mais nous l'appelons un nain géopolitique. Et en tant qu'un individu forgé, en tant que personne morale forgée au néocolonialisme, elle reste dans son essence même. Mais ici, elle est coupée de toutes ses ressources. Le Mali a dit désormais nous n'allons plus être votre vache à lait. Le Burkina dit nous ne voulons plus être votre vache à lait. Ils sont allés au Nigeria supplier Boari. Boari a dit vraiment, moi je peux donner du gaz à mes partenaires classiques, dont les Britanniques. Vraiment, si Total exploite déjà, je ne sais pas comment vous pouvez faire pour augmenter. Total a dit on ne peut pas faire plus que ça. Ils sont redescendus dans plusieurs pays. Mais maintenant, ils se rendent compte qu'avec l'imminence, d'ailleurs c'est eux-mêmes qui ont construit des petites raffineries dans les pays d'Afrique francophone, hein, là où ça existait. Ils n'ont même pas construit. Parce que ça, c'est leur fait un peu d'honneur pour rien. Ils n'ont pas construit. Mais les pays d'Afrique francophone qui ont réussi à avoir une raffinerie, eux-mêmes ont brûlé. Exemple, le Cameroun, la Sonara. Mais ils croyaient qu'ils brûlaient pour le Cameroun. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont dans le piège de la demande. Ils en demandent et la raffinerie ne fonctionne pas. Quand ils allaient dans certains pays d'Afrique francophone, ils construisaient de petites unités de production pour faire une consommation à la demande. Maintenant qu'il faut augmenter les capacités, eux-mêmes sont incapables d'augmenter ces capacités. Donc, le seul pays qui leur restait, qui montrait qu'il avait les capacités de réaliser des projets gigantesques, c'est l'Algérie. Et quand ils se retournent vers l'Algérie, ils vont commander le gaz. La France est allée solliciter l'augmentation des capacités de production de l'Algérie et de la production algérienne pour pouvoir suppléer à la baisse de l'offre russe. C'était de ça qu'il était question. Secondairement, il fallait discuter, amadouer les Algériens de voir un intérêt dans l'entreprise néocolonialiste avec le cas du Mali. Comme on leur avait déjà proposé, ils ont dit non, vous savez, vous avez les Amazis. Les Amazis, c'est toujours les Touaregs. Eux là-bas, ils ont les Touaregs. Ils ont cité les ethnies Touaregs du Mali. Ils disent, il y en a encore au Niger. Nous, on a déjà résolu le problème avec Bazoum. Lui aussi, les Touaregs, normalement, ils viennent de Libye. Mais on lui a dit que comme tu es déjà président du Niger, on ne va plus poser cela sur la table. Vous, qu'est-ce qu'on fait? Les Algériens leur ont dit vraiment, c'est aux Maliens de décider pour leur propre pays. Et c'est dû au fait que les Algériens veulent respecter la souveraineté du Mali. C'est un engagement de probité et d'intégrité que le peuple algérien a décidé de suivre en réponse à ce que, pendant la lutte anticolonialiste
algérienne, l'État malien de Modibo Keïta avait appuyé les indépendantistes algériens, dont l'Algérie est reconnaissante. L'Algérie donne aujourd'hui au Mali autant que le Mali avait apporté à l'Algérie quand l'Algérie en avait besoin. Et ça, la jeune française ne peut pas comprendre ça. Parce qu'elle ne peut pas comprendre que dans les deux cas, c'est elle le principal adversaire des deux pays. Elle pense qu'elle peut amadouer l'Algérie. Elle qui a été l'adversaire de l'Algérie à l'époque où le Mali aidait l'Algérie. Et qu'elle a tué, elle a fait tuer le leader du Mali, justement pour les mêmes raisons, c'est-à-dire le soutien à la résistance algérienne. Donc elle veut aujourd'hui faire comprendre à l'Algérie que l'Algérie peut devenir amnésique. Elle peut oublier. Les Algériens sont des hommes de parole et ils ont tenu à leur parole. Ils apportent leur soutien de manière intègre et fidèle au Mali. Et ils ont refusé d'acter la partition du Mali qui était entérinée dans le texte de qu'on appelle les accords d'Alger. Ils ont refusé. Ils ont dit une partie du Mali ne nous intéresse pas. Les Maliens eux-mêmes vont gérer leur pays. Les Algériens se sont beaucoup battus. Madame Bégoudé, beaucoup de terroristes étaient algériens. Beaucoup de terroristes étaient financés par la France pour aller commettre des attentats en Algérie. Souvenez-vous de la prise d'otage à la Sonatrach, à la frontière algérienne. Ouais. Entre l'Algérie et le Mali. Ces mercenaires, ces terroristes-là, c'est la France qui les armait. Aujourd'hui, l'Algérie sait que la sécurisation du Nord Mali est un enjeu vital pour sa propre sécurité. Donc, le seul sujet qui était secondaire dans le cadre de cette visite, Madame la Première ministre de la jeune française n'a pas compris que l'Algérie a totalement les cartes en main et l'Algérie tient aujourd'hui à ce que cette zone-là soit pacifiée. Et la sécurisation de cette zone par les forces maliennes arrange bien l'Algérie. Maintenant, les contradictions qui sont au niveau du Maroc, nous savons que peut-être pour Madame la Première ministre de la jeune française, elle croit que l'Algérie n'est pas consciente de l'appui de la France et de tout le bloc de l'OTAN au Maroc. Et que l'Algérie ne peut pas tenir compte de cela. Mais comme nous l'avons dit, les Algériens ne sont pas dupes, les Algériens ne sont pas naïfs, ils sont conscients des enjeux géopolitiques actuellement, à la fois sur le continent et dans le monde. Ils connaissent leur place et leur pertinence géopolitique et géostratégique dans le monde. Ils ne peuvent pas mouiller dans un jeu de déstabilisation ou bien dans un jeu de double jeu avec cette puissance malveillante qu'est la junte française. La junte française, c'est un nain géopolitique, mais c'est un nain géopolitique qui a toujours réussi à s'en sortir par son verbe, par son langage, par sa capacité à amadouer les acteurs. Aujourd'hui, malheureusement, elle fait face, et heureusement pour les Africains, à une génération de dirigeants éclairés. Un peu comme Assimi Goïta, un peu comme le président Boumedienne. Et nous disons merci au président Abdelmadjid Boumedienne qui a su renvoyer cette dame dans son pays avec 0 contrat. Parce que quand il y a des contrats, on connaît dans quel domaine ils ont été signés. On sait qui sont les partenaires qui ont signé les contrats. Dans le cas d'espèce, c'est un double échec de la jeune française. Ils n'auront pas de gaz, de supplément de gaz algérien pour compenser la perte russe. Ils vont continuer à rentrer dans le Moyen-Âge parce que c'est ce qu'eux-mêmes ils ont choisi. Ils vont se chauffer pendant l'hiver avec du bois et ils vont s'éclairer avec des lampes tempêtes. Ils vont pour une fois goûter au début de la tiers-mondisation de l'Occident. Merci Jonathan, on a presque terminé et on va peut-être terminer en parlant justement de cette posture algérienne lorsqu'on observe aujourd'hui l'Algérie, tout simplement on dirait un prédateur qui sait le nombre de proies qu'il a en face de lui mais reste dans son cercle de silence, observe les proies s'agiter et agit, comment je dirais, par surprise ou alors prépare un coup. Non, l'Algérie a beaucoup écopé. Ne présentons pas l'Algérie comme un prédateur. L'Algérie a beaucoup écopé.
savez, jusqu'en 2015 et les accords d'Alger, l'Algérie était dans une posture où vous êtes un leader éclairé, un peu à la Kadhafi. Vous êtes un leader éclairé, mais vous avez des voisins qui jouent à malin-malin avec l'adversaire. Et l'Algérie a su être patiente. Donc, cette patience-là, l'Algérie l'a finalement développée comme étant une qualité politique au niveau diplomatique même. L'Algérie n'est pas pressée. Et l'Algérie ne va pas fanfaronner sa volonté de voir l'Occident collectif s'effondrer. Mais l'Algérie va observer et va aussi par petits coups et à dose tout à fait régulière accentuer la chute de l'empire du mensonge, c'est-à-dire l'Occident collectif. C'est ce que l'Algérie est en train de faire. C'est eux qui ont initié le collectif des puissances gazières et pétrolières du Moyen-Orient comme levier de pression contre le bloc de l'Occident collectif au niveau de l'OPEP. Et vous voyez ce que c'est en train de donner. C'est l'Algérie qui a retourné la veste, qui a contribué à travailler au retournement des pays comme le Qatar. Vous savez quel est le lien entre le Qatar et la jeune française. L'Algérie a beaucoup travaillé dans le rapprochement des nations arabes, notamment l'Arabie Saoudite. Même si l'Arabie Saoudite, sur le dossier yéménite, a beaucoup de zones de friction avec l'Algérie, l'Algérie a su trouver les passerelles pour discuter avec les Saoudiens. Et l'Algérie joue un véritable rôle de leadership. L'Algérie aujourd'hui est candidate aux BRICS, candidat sérieux. D'ailleurs, au mois de février prochain, des indiscrétions laissent comprendre que l'Algérie sera membre des BRICS. Son dossier est déjà accepté. L'Algérie a postulé également à être membre de l'organisation du traité de Shanghai. Ces deux actions-là ne sont pas anodines. L'Algérie, en devenant membre des BRICS, devient une des garanties du nouveau système monétaire. Et ça, c'est sur le continent africain déjà. Et en devenant membre de l'OCS, l'Algérie devient une autre garantie de l'alternative au niveau du commerce international. Vous voyez que les deux organisations qui sont en train de naître, qui vont supplanter à TME, le FMI, la Banque mondiale et l'OMC, ces organisations-là sont déjà existantes. C'est l'OCS, c'est les BRICS. Et quand ces blocs-là sont en train de se densifier avec des pays comme l'Algérie, comme l'Inde, comme le Pakistan, des pays qui comptent, c'est des signaux positifs. C'est des signaux aussi qui mettent l'Occident au rouge, qui montrent que désormais l'hégémonie occidentale est en train de s'effriter. L'Occident collectif est en train de tomber. Cette Algérie-là est un candidat sérieux. Et cette Algérie, nous apprécions sa diplomatie et sa méthode. Voilà un peu le modèle que les nations africaines devraient adopter. Nous savons que les nations comme le Cameroun sont dans le sillage de cette vision diplomatique. C'est pas beaucoup de bruit, avec du calme, de la pondérance, mais de la fermeté, on réussit à ébranler des nains géopolitiques comme la France. Et l'Algérie est en train de réaliser quelque chose d'exemplaire. Nous saluons surtout, nous le dirons jamais assez, nous saluons les efforts du président Abdelmadjid Tebboune qui est en train d'abattre un travail d'orfèvre, mais aussi tous les militaires algériens, notamment le chef d'état-major, le général Changriha, qui abat un travail d'orfèvre et qui permet à la ligne dure algérienne de continuer à tenir le cap. Vous savez que la jeune française redoute beaucoup la brillante armée algérienne, surtout qu'elle a perdu 2 hélicoptères au mois de février dernier, au mois de mars dernier, au niveau du Mali, du fait des forces armées algériennes. Donc, ils sont aujourd'hui conscients de ce que l'Algérie n'est pas seulement une puissance du point de vue de son affirmation, mais c'est une puissance concrète qui a les moyens de se défendre, les moyens d'affirmer sa supériorité, même militaire, dans la sous-région. L'Algérie, c'est un très bon pilier de la révolution africaine. Et en tant que terre des révolutionnaires, nous saluons l'échec de la visite de Mme Borne sur les terres algériennes. Elle est allée commander, chers Africains, il faut le retenir, elle est allée commander. C'était une visite pour supplier un peu plus de gaz, mais aussi une visite pour donner un peu d'appétit néocolonialiste aux Algériens. Ils ont dit non. Et c'est ça qui fait aujourd'hui
la déchéance du nain géopolitique qu'est la jeune française. Merci Jonathan Batengene pour cette lecture et pour ces différentes analyses. Eh bien, on en a pratiquement terminé. On retient que l'Algérie aujourd'hui joue un jeu qui prouve une chute certaine de l'Occident en Afrique, mais surtout épaule et puis solidifie peut-être cette pensée selon laquelle l'Afrique bien sûr, elle n'est pas en perte de vitesse comme serait la France ou encore les États-Unis, mais plutôt elle est en train de se positionner comme principal donneur dans le monde. Jonathan Batengene, vous êtes le consultant de cette émission et nous vous remercions pour vos différentes analyses et votre expertise. On en a pratiquement terminé. C'est moi qui vous remercie. Nous disons à tous nos téléspectateurs, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. L'Afrique est en train de se libérer. Gardons le cap. Restons mobilisés, nous disons au peuple burkinabé, continuez d'être mobilisés, au peuple malien, mobilisez-vous, le peuple ivoirien, nous attendons votre grande réponse. Notre sœur Edith Puchéry-Ballet doit être libérée, elle doit être libérée. Notre sœur Edith Puchéry-Ballet est innocente et il faut que le peuple ivoirien amène monsieur le despote, dictateur sanguinaire d'Abidjan à la raison. C'est ce peuple-là qui aujourd'hui doit aider à la libération de Madame Edith Puchéry-Ballet. Madame Edith Puchéry-Ballet, nous sommes de tout cœur avec toi. Courage, ta libération, c'est pour peu de temps. Tu seras bientôt libre. Et certainement, tu seras libre avec tout le peuple ivoirien. Algérie-France, on en parlait dans cette émission. Où va la nouvelle dynamique de Paris sans la question mémorielle? On a eu le temps de faire le tour de cette actualité, notamment avec la demande de gaz de la France, bien sûr, à l'Algérie, en cette période où les sanctions contre la Russie pèsent lourdement contre la France et puis l'Occident tout entier, on va le dire ainsi. Et bien, avec Jonathan Batengene, on a eu le temps également de revenir sur les questions mémorielles. Rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau point sur l'actualité, celui de cette journée du 11 octobre 2022. Eh bien, c'est terminé dans quelques minutes. Le grand journal, une présentation de Bala.